je me suis étirée pour attraper une autre canette de Coca-Cola tiède. Un trou oublié de Dieu, où même le réfrigérateur ne fonctionne pas. Je me trouve dans un local de service d'une vieille station-service où j'ai trouvé un emploi pour l'été. Rien ne me retient en ville, alors je vis simplement ici depuis 1 mois et demi maintenant. Je maintiens le contact avec le monde extérieur grâce à ma tablette. Mon occupation consiste à établir des reçus de carburant et à vendre des cigarettes et des chewing-gums. Rien de spécial. Des dizaines de kilomètres du point de peuplement le plus proche. Avec de la chance, si une dizaine de conducteurs s'arrêtent pendant la journée. Alors, la vie est belle. Pas de gens, pas de direction qui me dérange. Assis à l'air frais et prends des photos de beaux paysages pour faire envie à mes amis qui étouffent dans la pollution de la métropole. Dans ma chambre, il y a un lit pour dormir, une caisse enregistreuse, une table où je mange et tiens les comptes, un étalage avec des cigarettes, des chewing-gums et autre chose. Il y a également une installation de réfrigération hors d'usage, remplie de boissons gazeuses et de jus, 2 chaises et une lampe de table. L'ambiance est simple et déjà si familière que, semble-t-il, même les yeux fermés, je pourrais facilement me débrouiller ici. Il y a également des toilettes à l'extérieur, mais il n'y a rien à dire à leur sujet. Au-delà de la fenêtre, s'étend un champ de blé. Le blé se dresse avec abondance, brille d'or au soleil, ondule au vent, comme une mer. Beauté. Le ciel ici est étoilé, pas comme en ville. Vous sortez la nuit dans la rue, vous renversez la tête, et vos yeux en sont éblouis. Impossible de les compter. À gauche de la route, le champ, à droite, une forêt impénétrable. On dit que même des loups y vivent encore. Je ne les ai jamais entendus, cependant. Mais un jour, juste à l'aube, un magnifique cerf est sorti de la broussaille. J'aime la province. Je vivais ainsi en harmonie avec la nature, jusqu'à ce que cela arrive. Tôt le matin, je suis sortie, comme d'habitude, pour une petite course légère autour de la station-service, pour me réveiller complètement et me charger d'énergie avant une longue journée. En commençant le premier tour, j'ai trébuché sur un pavé qui s'était trouvé sur mon chemin. J'ai failli tomber, mais j'ai réussi à maintenir mon équilibre, regardant machinalement sous mes pieds, et j'ai été sidérée. Dans la poussière, outre les traces de mes chaussures de course, j'ai distingué l'empreinte d'un pied nu. Diable! Dans ce coin perdu, oublié de tous, où une voiture passe à peine 1 fois par heure, quelqu'un avait marché pieds nus sous mes fenêtres. J'ai été très surpris et même un peu effrayé. J'ai décidé de vérifier où menaient les traces, mais malheureusement, j'ai probablement effacé les autres en les piétinant, car je n'ai rien découvert. Haussant les épaules, j'ai terminé ma course et suis revenue à mes occupations habituelles, oubliant bientôt cet incident. Mais la trace étrange m'avait tout de même perturbée. La nuit, des cauchemars sont arrivés. J'ai rêvé que je me tenais au bord du champ. Le seigle oscillait. Le vent faisait onduler le champ. Je sentais l'odeur de l'air sucré, mais quelque chose n'allait pas. Des figures sombres se dirigeaient droit vers moi à travers le champ. Elles étaient hautes, avec les bras tendus en avant, et boitaient au loin. Silence total autour. Je suis debout, comme clouée sur place, et les figures noires comme la nuit, je ne peux pas distinguer de détails. Elles approchent, mais sont encore loin.
Je me détourne d'elle et me réveille. Nuit profonde. L'air vibre, c'est tellement silencieux. Même le grillon s'est tu. Je passe quelque temps sur Internet, puis je m'éteins jusqu'au matin. La journée se passe comme d'habitude. Et vers le soir, j'ai eu une conversation avec un type du coin. Un vieux Fiat, une veste en cuir, des dents en or, un regard rusé. Nous n'avions rien à faire, nous bavardions sur tout et pour tout. Soudain, le type m'a demandé si des choses étranges ne m'étaient pas arrivées ici. J'ai immédiatement rappelé l'histoire de l'empreinte et, risquant d'être ridiculisé, je l'ai raconté. « Oh, dit le type, alors mon amie, elle est donc venue. »« Quelle elle ? Qui est-ce ? » je demande, étonné. « Tu n'as jamais entendu parler de cette gas station ? Il y a eu une mauvaise histoire ici. Il y a 6 mois, un gars travaillait ici. Un gars ordinaire, simplement tranquille. Eh bien, voilà, c'est arrivé cette histoire un automne profond. Une fille est arrivée à la station-service. Je ne sais pas comment, mais elle n'a pas pu passer à côté. Le gars l'a tuée. Il l'a étranglée, la pauvre, et s'est pendu lui-même. Le lendemain, ils les ont trouvés. Elle était sur le lit. Lui pendait à la lumière. De telles choses, mon ami. Je passe souvent par ici, mais chaque fois, je vois un visage nouveau. Les gens ne s'attardent pas ici. Qu'est-ce que je peux dire ? C'est un endroit mauvais. Mais ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que je peux dire ? J'ai été bouleversée. Cela m'a tellement glacée que des frissons m'ont couru le long de la colonne vertébrale. J'ai remercié le type pour l'histoire intéressante pour mon sommeil à venir. Il m'a souhaité bonne chance et est parti. Et moi, je suis restée. J'ai longtemps rôdé sans sommeil. J'ai préparé un thé à la menthe, sans plaisir, et ai surfé sur Internet. Finalement, le sommeil m'a vaincue. À nouveau le champ. Une fille court à travers le champ. Une robe légère blanche, des cheveux noirs. Je l'observe pendant un certain temps, puis je remarque eux, ces ombres noires, les mains tendues devant elle. Elle flotte lentement dans le champ de blé. Silence. La fille court, ne voyant pas le chemin. Elle est terrifiée. Elle cherche à s'échapper. Je comprends. Les ombres ne me poursuivent pas du tout. La scène suivante, la victime trébuche, la robe blanche disparaît parmi le blé, et les figures se penchent silencieusement sur elle. Je me réveille. Ce n'est qu'un rêve, je pense. Je me souviens encore une fois du visiteur d'hier. J'étire mes membres et sors pour mes occupations matinales. C'est alors que je trouve sur la poignée de ma chambre une ruban rouge attachée à elle. Je suis inondée de sueur froide en me demandant d'où cela pouvait venir et qui a pu faire cette mauvaise plaisanterie. Était-ce le visiteur d'hier ? Mais pourquoi aurait-il fait une plaisanterie pareille ? En un mot, j'ai passé la journée dans les doutes et la crainte, essayant de parler à qui que ce soit qui s'arrêtait chez moi. La solitude me pesait, me gênait, me pesait. Il commençait à faire nuit et je me sentais de plus en plus mal à l'aise. Habituellement, personne ne venait plus à cette heure. Mais là, quelque chose a claqué bruyamment du côté de la route. Une branche sous la roue, mais je n'avais pas entendu le bruit du moteur. Je me suis tendue, me transformant en oreille. Le silence flottait dans l'air. Un moustique a bourdonné à proximité. J'ai saisi le téléphone et ai commencé à composer le numéro de mon ami pour me distraire. Il ne répond pas. Eh bien, un autre,
bip, encore un bip. Et là, le silence a été brisé par un cri perçant, sauvage et féminin venant du champ. Je me suis laissé tomber le téléphone, figé, complètement sous le choc. Je n'avais jamais entendu quelque chose de tel, même dans les films d'horreur, et encore moins dans une station-service isolée au milieu de nulle part. J'ai regardé mes mains. Elles tremblaient. Pas étonnant. Encore un cri. Maintenant plus près, très près de moi. La panique commençait. Ne sachant pas où me cacher, je me suis assis par terre près de la fenêtre. Pour qu'il ne me voie pas. Est-ce qu'il est venu chercher mon âme ici? Je veux rentrer chez moi. N'importe où, juste pas rester ici. Silence. Le silence est plus effrayant. C'est insupportable. J'ai ainsi passé 2 minutes. Mon cœur battait la mesure d'un marche impérial. Mes doigts s'étaient cramponnés au vieux tapis. Est-elle partie? Pas question que je me lève. Il faudra que je passe la nuit par terre. Je ne bougerai pas de place. Merde, j'ai oublié de fermer les fenêtres. Elle va entrer par les fenêtres. Soudain, là, comme si pour confirmer mes pensées, un halètement sifflant s'est élevé directement au-dessus de ma tête. Comme si quelqu'un voulait prendre une inspiration, mais ne pouvait pas. Je me suis collée au mur. Au-dessus, il y a eu un autre halètement. Comme hypnotisée, j'ai levé la tête et regardé la fenêtre. Rien. J'ai couvert mon visage de mes mains et caché ma tête dans mes genoux et ai tremblé comme une feuille de peuplier. Le halètement sifflant s'est entendu à nouveau, cette fois à la porte d'entrée. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cela, mais je n'ai pas pu me retenir. Je me suis jetée à terre et ai fixé mon regard sur la fente entre la porte et le sol. Dans la fente, j'ai vu des pieds blancs délicats, légèrement bleus. Mon Dieu! Là, mon regard est tombé sur le téléphone que j'avais laissé tomber auparavant. Il gisait par terre. Je pouvais l'atteindre. Il faut le photographier. Une idée idiote m'a traversé l'esprit. Un fantôme capturé sur caméra, c'est une sensation. Et peu importe que pas tout le monde croie, moi, je saurais la vérité. Saisi par une folie qui avait chassé même la terreur, j'ai agrippé le téléphone avec habileté. J'ai allumé la caméra, me suis aplati sur le sol. Les pieds étaient toujours là. Les ongles noirs et bleus, grossiers. J'ai pris quelques photos. Immédiatement, je me suis précipitée dans la galerie pour vérifier ce que j'avais obtenu. Et rien. La porte est là, le sol est là. Dans la fente, il y a du vide. Comme si rien ne se tenait actuellement devant moi. La sueur froide coulait le long de ma colonne vertébrale. Mon cœur battait très vite. La soif de sensation avait disparu, me laissant seule face à ceux qui se tenaient derrière la porte. Dehors, il y a eu à nouveau un halètement sifflant. Et puis, il s'est produit ce qui m'a ajouté des cheveux blancs. La poignée de la porte a bougé, d'abord légèrement, comme si on l'essayait à tâtons, puis de manière plus insistante, plus audacieuse. Quelque chose a secoué la porte avec force. Elle a grincé sur ses gonds, et j'ai failli rendre mon âme à Dieu. J'aurais tout donné sur terre maintenant, juste pour que cela parte. J'ai commencé à fouiller la chambre du regard, pensant fébrilement à ceux qui pourraient m'aider dans la lutte pour la vie. Non, non, non. Tout est inutile. Je ne vais pas la bombarder avec des boîtes de soda et des ordures de la poubelle. Arrêt. Corbeille à ordures.
C'est là que j'ai jeté le ruban rouge attaché à la poignée de la porte. Pas simplement attaché. Il ne restait plus de doute à ce sujet. S'efforçant de ne faire aucun bruit, je me suis faufilée jusqu'à la corbeille à ordures. Voilà. J'ai pris le ruban avec 2 doigts, prudemment. Dehors, tout est devenu silencieux. Retenant mon souffle, j'ai gratté l'allume-cigare. La flamme a pris rapidement, s'est propagée vers le haut. La chambre s'est emplie de l'odeur de chiffon brûlé. J'ai rejeté le bout de tissu qui brûlait encore sur le tapis. Bientôt, il ne restait plus aucune trace de l'arme du crime. Je me suis assis par terre dans un silence absolu et j'ai attendu, désespéré, ce qui allait se produire, parce que je ne pouvais plus rien imaginer. Et puis, derrière la porte, a retenti un rire de jeune fille, pur et cristallin, comme un ruisseau de forêt qui a éclairci mon cœur sur le champ. J'ai regardé la porte, sachant déjà qu'il n'y avait personne derrière. Le rire résonnait, s'éloignant, et je me suis peu à peu ressourcée. Elle était partie. J'ai réussi à tenir jusqu'au matin. Puis, avec l'aube, j'ai réussi à atteindre la ville. J'ai naturellement quitté mon travail. J'ai souvent réfléchi à cette nuit-là depuis lors. Qu'est-il arrivé à cette fille? A-t-elle trouvé la paix? Ou continue-t-elle à semer la terreur sûre? Et c'est dommage, bien sûr, que les photos n'aient rien capturé. Mais je ne me sens pas tentée de défier le destin et de chercher de nouvelles aventures pour l'instant. Et pourquoi est-ce si bon marché? Ai-je demandé à l'agent immobilier. Une dame avec un visage plus large qu'un journal et des yeux fuyants, vêtue d'une robe lilas moulant chaque pli de son corps, la faisant ressembler à une chenille violette. L'appartement est certes à l'extrémité de Paris, mais tout de même, près du métro, il y a un arrêt de bus, plusieurs magasins à proximité, dont un ouvert 24 heures sur 24. Toutes les conditions pour une vie confortable. Ne pensez pas que je me montre difficile, mais tout de même. Oui, vous avez raison, me répondit la femme. Mais permettez-moi de vous montrer l'appartement. Vous comprendrez tout sur place. L'ascenseur, s'arrêtant au 7e étage, ouvrit ses portes et nous sortîmes, Angela et moi, comme la femme s'était présentée, dans un hall faiblement éclairé par une ampoule à peine allumée. Arrivé devant une porte délabrée avec le numéro 9 écaillé, l'agent immobilier sortit de son sac un trousseau de 3 clés et déverrouilla la porte de l'appartement. En entrant à l'intérieur, je perçus nettement l'odeur ancienne que l'on trouve dans les lieux longtemps inoccupés. Une odeur suffocante de poussière, de moisissure, de carton. Cela sent généralement ainsi dans les vieux placards où les propriétaires rangent des objets qui ne sont pas vraiment nécessaires, mais qu'ils ne peuvent pas jeter par paresse ou par sentimentalité. Le plus souvent, c'est simplement une passion inconsciente pour l'accumulation, déguisée par la phrase « et si ça servait un jour ?» Et voilà, tous ces déchets restent là, prenant la poussière pendant des années sur les étagères sous le plafond,
attendant leur heure pour être enfin jetés, accumulant cette odeur particulière qui imprégnait maintenant tout l'appartement. La propriétaire de l'appartement est morte il y a quelques années, commença son récit Angela. C'était une vieille femme solitaire, sans héritier, et l'appartement est revenu à l'état, puis a été racheté par notre agence. Nous avons engagé plusieurs entreprises de nettoyage qui ont effectué environ 5 nettoyages en profondeur. Mais nous n'avons pas réussi à nous débarrasser de l'odeur. L'appartement est resté inoccupé pendant plus d'1 an à cause de cela, et nous avons dû baisser le prix de location de moitié. En plus, le quartier n'est pas très calme. Vous avez vu le magasin ouvert 24 heures sur 24 en venant ici? Eh bien, il vaut mieux ne pas passer à côté la nuit si vous ne voulez pas avoir des ennuis. En visitant l'appartement, je constatais que l'agent immobilier ne mentait pas. Une petite mais propre pièce, un lit simple soigneusement fait, où la vieille dame solitaire avait probablement rendu l'âme. Un bureau avec 3 tiroirs, un vieux buffet qui s'avéra vide, une paire de fauteuils et une sortie sur le balcon, dissimulée par un rideau de tulle défraîchi. Dans le couloir, il y avait une vieille coiffeuse, noircie par le temps, et un porte-manteau. Il n'y avait rien de plus. La salle de bain s'est avérée être en bon état. Les toilettes et la baignoire étaient anciennes mais propres. La chasse d'eau fonctionnait correctement, tout comme le robinet de la douche. En général, j'étais assez satisfait jusqu'à présent. Cependant, une petite surprise m'attendait dans la cuisine. La cuisine, comme le reste de l'appartement, était assez propre et contenait tout ce qu'il fallait pour remplir ses fonctions de base. Une table, quelques chaises, un évier avec un robinet en bon état, une cuisinière avec un four, un réfrigérateur fonctionnel et un ensemble de cuisine simple. Cependant, il y avait une chose qui m'a extrêmement surpris. Dans le mur, à côté de la table de la cuisine, à hauteur de tête pour une personne assise, il y avait un trou fermé par une grille, d'où émanait une sensation de froid et, à ce qu'il m'a semblé, l'odeur désagréable qui imprégnait tout l'appartement venait précisément de là. L'agent immobilier, voyant le regard interrogateur dans mes yeux, répondit : « C'est de la ventilation, autant que je sache. Je ne sais pas pourquoi elle est ici, puisqu'il y a une grille similaire au-dessus de la cuisinière. Il n'y a pas de deuxième cheminée de ventilation prévue dans le plan de l'appartement. Donc, cette modification a probablement été apportée par les anciens propriétaires de l'appartement. À part la ventilation étrange et l'odeur, l'appartement me convenait en termes de goût et de budget. Après tout, que pouvait espérer un étudiant d'hier, originaire de la campagne, où son salaire équivalait à peu près au prix de cette location ? « Je suis d'accord », déclarai-je à l'agent immobilier, Angela, juste après la visite de l'appartement. « Alors, rédigeons le contrat, » me répondit la femme. « Le loyer mensuel est de 500 €, y compris les charges. Le premier paiement est pour le premier et le dernier mois. »« Cela me convient, » répondis-je, après quoi nous avons signé tous les documents. J'ai remis l'argent et l'agent immobilier m'a donné les clés, me souhaitant bonne chance avant de se diriger vers la porte d'entrée. « Attendez, » je me suis arrêté la femme. « Je sais que je pose cette question trop tard, mais quand même,
Vous savez comment est décédée l'ancienne propriétaire de l'appartement ? Autant que je sache, répondit Angela après avoir mâché ses lèvres pendant quelques secondes, l'ancienne propriétaire est décédée de vieillesse. Son hésitation dans sa réponse m'a légèrement dérangée, je dois dire. Mais le contrat était déjà signé, l'argent était payé, et il était trop tard pour chercher un nouvel appartement. C'était un vendredi soir, et je devais commencer mon nouveau travail le lundi. Alors, après avoir dit au revoir à cette étrange femme, qui ressemblait plus à une employée de kebab qu'à une agent immobilier, j'ai fermé la porte derrière elle et me suis mis à m'installer dans ma nouvelle vie. Par le soir, ayant trié mes affaires et étant bien affamée, j'ai fait des achats dans le supermarché à proximité et à y préparer un simple dîner de célibataire. Je me suis couchée à dormir sur un matelas gonflable que j'avais emporté de chez moi par précaution. Car l'idée de dormir sur un lit où une personne était décédée, même de vieillesse, Nebraska me ravissait pas du tout. Il faudra s'en débarrasser et acheter un canapé-lit normal. Avec ces pensées, je me suis endormie. Mes rêves. Cette nuit-là était collant, élastique et rempli de mauvaises odeurs, comme de la colle. Il semblait que j'entendais des bruits, des murmures, des rictus crépitants et des demandes piteeuses, mais je ne pouvais pas distinguer de quelle demande il s'agissait. Alors, je voyais devant moi de longues mains minces avec des doigts crochus qui tendaient vers ma gorge, essayant de m'étrangler. Au moment où la froide et collante peau touchait mon cou, je me réveillais en sueur froide, entendant les battements accélères de mon propre cœur dans mes oreilles. Après m'être lavé le visage, avoir bu un verre d'eau et m'être allongée pendant 20 minutes, je retombais dans un autre cycle de cauchemars nocturnes. Le matin m'a accueilli avec les rayons brillants du soleil d'été filtrant à travers la fenêtre grande ouverte, alors que je rencontrais le matin avec un mal de tête et des cernes sous mes yeux. « Et ça devrait me revenir en rêve », murmurai-je en me dirigeant vers la salle de bain. Après m'être lavé le visage et avoir pris mon petit déjeuner, j'ai décidé de faire une promenade. Je n'avais pas envie de rester à la maison du tout, et l'air frais et le soleil du matin devraient dissiper les restes des mauvais rêves. De retour à la maison. Après la promenade, juste après midi, j'ai remarqué que l'odeur dans l'appartement s'était intensifiée, au point que 10 minutes seulement après y être revenue, Massachusetts tête me faisait plus mal qu'auparavant. J'ai dû ouvrir grandes toutes les fenêtres pour pouvoir respirer un peu. Aérer a fait du bien. Et j'ai finalement pu me détendre après la promenade en emmenant mon ordinateur portable pour regarder un film et me distraire des pensées oppressantes. Alors que je regardais le film, j'ai perdu la notion du temps et le reste de la journée a passé inaperçu et j'ai de nouveau sombré dans le sommeil. Le cauchemar de la nuit précédente s'est répété, à l'exception de ce qui était plus net. Cette fois, j'étais assis à table dans la cuisine et je mangeais quelque chose. À ce moment-là, un chuchotement se faisait entendre de la hotte dans le mur. Il était à peine audible, mais plus le temps passait, plus il devenait distinct. En écoutant attentivement, j'ai pu distinguer les mots. Une voix craquante, comme une voix de vieillard, demandait de manger. « Mangez! De la bouillie !» se plaignit la voix de l'ouverture. Comme hypnotisée, j'ai détourné le regard vers mon assiette
et j'ai découvert de la bouillie de semoule. Ne sachant plus quoi faire de peur, j'ai retiré la grille de protection de l'ouverture et d'un mouvement, j'ai simplement renversé le contenu de l'assiette dans le sommet sombre. À ce moment-là, on entendit des bruits de succion, des glupiotements et un ronronnement satisfait venir des profondeurs. Pour moi, Illinois était clair que ce ronronnement n'appartenait pas à un être humain, mais plutôt à un grand prédateur, même si, en suivant la logique, ni un humain, ni un animal de taille importante ne pourrait tenir dans une ouverture si petite. Cette supposition a ajouté quelques cheveux gris à ma tête, et ma conscience m'a éloignée du royaume de Morphée vers le monde réel. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai remarqué que c'était déjà dimanche matin. Me levant et me remettant en ordre, j'ai remarqué que l'odeur nauséabonde d'hier avait totalement disparu. Ce fait ne pouvait que me mettre de bonne humeur. Alors, j'ai décidé de l'améliorer encore plus en buvant un café fort. Cependant, à peine arrivée dans la cuisine, Louisiana bonne humeur a été balayée par une vague de tsunami d'horreur, mêlée à une lente montée de folie, en même temps que les pensées sur le café. Sur la table, j'ai trouvé une assiette vide de bouillie de semoule. Sur la plaque de cuisson se trouvait également une casserole avec des restes. Et le plus important, la grille de l'ouverture dans le mur était absente et ses bords étaient salis par de la bouillie séchée. Je ne me souviens pas comment j'ai quitté l'appartement. Heureusement, par quelque miracle, je n'ai pas oublié mes clés, mon argent et mon téléphone. En sortant dans la cour, je me suis assis sur le banc près de l'entrée et j'ai essayé de calmer mon cœur qui battait la chamade. Après m'être apaisée, j'ai décidé d'appeler l'agent immobilier et de clarifier les détails qu'elle a évidemment cachés lors de la location de l'appartement. Cependant, l'appelant était injoignable. Et comment ai-je pu ne pas deviner que cette foutue femme allait couper les liens après m'avoir loué l'appartement avec une surprise, marmonnai-je entre mes dents. Eh bien, ce n'est pas grave. Peut-être que plus tard je réussirai à la joindre, cette ordure, me consolai-je avec des espérances illusoires. Décidant que rester assis sur le banc toute la journée, comme un idiot serait, étonnamment, une idiotie, je me suis dirigée vers le bar le plus proche, où j'ai passé la journée jusqu'au soir, essayant périodiquement de contacter cette foutue agent immobilier. En sortant du bar en soirée, j'ai réalisé que je n'avais nulle part où aller et que demain était mon premier jour de travail, une situation qu'on ne pouvait pas imaginer plus agréable. Mais après avoir pesé le pour et le contre, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'autre solution que de retourner dans cet maudit appartement. Le cœur serré, je me suis dirigée chez moi. De retour dans l'appartement, j'ai remarqué que rien n'avait changé depuis mon départ. L'assiette et la casserole étaient toujours à leur place. Louisiana grille de ventilation trônait toujours sur la table. Et surtout, l'odeur n'était jamais revenue. Remerciant ma prudence d'avoir dîné au bar et de ne pas devoir rester dans cette maudite cuisine, j'ai remis la grille en place et me suis couchée pour dormir. Je n'étais plus surpris quand je me suis retrouvé assis à la table de la cuisine avec une assiette pleine de bouillie de semoule devant moi. La grille n'était pas en place. Cette fois-ci, Louisiana, voix désagréable de la muraille, n'était pas précipitée à se manifester. Cela m'a permis de réfléchir à ce qui se passe. Apparemment,
Je ne dormais pas, mais mon esprit était dans un état de somnambulisme, où le cerveau ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité, d'où ces voix qui sont en fait des hallucinations auditives. Et comment ai-je pu céder à la panique ? J'ai déjà oublié comment je marchais dans mon sommeil quand j'étais enfant. Et maintenant, le déménagement, le sommeil dans un nouvel endroit, l'odeur désagréable. Et voilà que je fais une rechute. Attends, mais où est passée l'odeur de l'ouverture ? Probablement, en jetant la bouillie à l'intérieur, j'ai scellé une fissure d'où l'odeur s'échappait. Oui, c'est probablement ça. Et maintenant quoi ? Aller au lit ou essayer de me réveiller ? Comme ayant entendu mes pensées, à moi de nouveau parvint chuchotement de la ventilation. Mangez ! De la bouillie ! La voix était désagréablement plaintive. Sans réfléchir longtemps, j'ai jeté l'assiette de semoule chaude à l'intérieur et j'ai de nouveau entendu les bruits familiers de succion et de gloutonnerie. Cependant, cette fois, la veau. Bonbons ! Je n'ai pas tardé à répondre à la demande en jetant quelques bonbons de la table dans l'obscurité. Encore des bruits de succion. Mais cette fois, avec des ronronnements. Soulagée, j'ai respiré profondément et me suis plongée dans l'obscurité, ouvrant les yeux au son du réveil. Je ne dirais pas que j'ai bien dormi cette nuit, mais au moins, aujourd'hui, je n'ai pas été tourmentée par cette terreur primitive que j'ai ressentie au cours des 2 derniers jours. De plus, je n'avais plus mal à la tête, ce qui ne pouvait que me mettre de bonne humeur. Cette fois, je suis entrée dans la cuisine sans peur, découvrant la même scène que la dernière fois. Après avoir pris mon petit déjeuner et rangé la cuisine, je suis partie au travail, le cœur léger. Oui, marcher dans son sommeil, surtout dans ces circonstances, ce n'est pas ce à quoi je rêvais. Mais d'un autre côté, cela ne me fait aucun mal, donc je peux supporter. J'espère m'habituer bientôt à l'appartement et que mon somnambulisme prendra fin. Le seul aspect qui continuait à me préoccuper était que l'agent immobilier ne m'avait toujours pas contacté. Avec ces pensées en tête, je suis partie au travail. Je rentrais chez moi fatiguée, affamée et de mauvaise humeur. Le contremaître m'a réprimandée pour mon retard le premier jour de travail et il m'accablait de reproches pour les moindres détails. Si tu n'es pas capable d'arriver au travail à l'heure, nous avons une merveilleuse et confortable résidence pour les travailleurs en rotation. Il y a encore des places disponibles. C'est à peu près ce qu'il m'a dit quand je partais. Et pourquoi il est-ce ? Avec ces pensées, je n'ai pas remarqué que je me suis retrouvée nez à nez avec une vieille dame qui sortait de mon immeuble. Excusez-moi, ce n'était pas intentionnel. J'étais perdue dans mes pensées. J'ai dit à la petite vieille dame aux cheveux violets courts, habillée dans une robe à pois. « Rien de grave, jeune homme, » dit la vieille dame avec un sourire bienveillant. « Je ne vous ai pas vu ici auparavant. Êtes-vous en visite ? » « Non, j'ai loué un appartement ici. Je suis arrivée seulement vendredi, » ai-je répondu, souriant poliment aussi. Voilà une nouvelle. Je ne me rappelle pas qu'un logement ait été loué dans notre immeuble. La femme a levé les sourcils avec étonnement. Et quel appartement, si ce n'est pas un secret ? Pas de secret, c'est le 9e. Les sourcils de la femme ont grimpé encore plus haut.
frôlant presque sa courte frange violette de surprise. En un instant, la surprise a laissé place à la peur. La 9e, dites-vous? Je n'ai pas mal entendu. Oui, et alors? La réaction de la vieille dame m'a vraiment tendu. Apparemment, elle sait quelque chose. C'est l'appartement de mon amie. Lily, c'est un mauvais endroit. Vous devez déménager dès que possible. Pourriez-vous expliquer davantage? La curiosité commençait à me déchirer de plus en plus à chaque mot de cette vieille dame. Qu'y a-t-il à raconter? Il y a une créature qui vit dans le mur. Avez-vous vu l'extraction au-dessus de la table de la cuisine? C'est là qu'elle vit. Et je suis plus que certaine, jeune homme, que c'est elle qui a tué Lily. Enfin, la femme a arrêté elle. Elle a tué? L'agent immobilier a dit que la propriétaire était décédée de vieillesse. Maintenant, c'était au tour de mes sourcils de grimper vers le haut. Ah, comment cela? De vieillesse. Elle avait plus de santé que certains jeunes d'aujourd'hui. Et puis, elle a disparu. Les larmes ont coulé des yeux de la femme. Elle est morte de peur. Son cœur n'a pas supporté que... Pourquoi en êtes-vous si sûr? Parce que sa fille me l'a dit. C'est le rapport officiel du médecin légiste, a rapporté ma interlocutrice. La fille, la femme qui m'a loué l'appartement, a dit que Lily était seule et n'avait pas d'héritier. Ah, elle avait une fille, Maria. La vieille femme sourit méchamment. Elle visitait sa mère presque tous les jours. Elle lui apportait de l'argent, de la nourriture. Et croyez-moi, jeune homme, elle était au courant de cette créature. Elle voulait... Gremlin? J'ai demandé. Ah oui, Gremlin. C'est ainsi que Lily appelait cette créature. Quelle horreur, marmonnai-je. Et oui, à propos du mensonge de cette agente immobilière qui vous a loué l'appartement, il n'y a rien d'étonnant, se souvint la vieille dame de ma question. Il est plus facile de mentir à un locataire en disant que le propriétaire de l'appartement n'est. Et oui, à propos du mensonge de cette agente immobilière qui vous a loué l'appartement, il n'y a rien d'étonnant, se souvint la vieille dame de ma question. Il est plus facile de mentir à un locataire en disant que le propriétaire de l'appartement n'est. Quand ils ont retrouvé Lily, continua la voisine, elle était complètement dévorée. Les larmes coulaient à flots sur le visage ridé de la femme. La police a dit que c'étaient des rats. Ils sont venus pour l'odeur. Mais je vous le dis, j'ai vu CSM. Des frissons me parcoururent l'échine. Est-ce que tout ce que j'ai rêvé ces 2 derniers jours était réel? Et en ce qui concerne l'odeur, elle n'était pas là quand Lily était là, continua ma interlocutrice. Elle est apparue lorsque Lily n'était plus là. Comme elle me l'a dit, cette créature la dégage quand elle a faim. Et comment sais-je? D'où Lily le savait-elle? La femme a devancé ma question. Cela semble logique. Après tout, elle nourrissait cette créature. Mais soit elle a oublié, soit elle n'avait rien à lui donner cette fois-là. Et ce monstre a décidé de se nourrir de ma pauvrée. Maxime. Votre nom est Maxime. Enchantée, Maxime. Je m'appelle Elena. J'habite un étage plus haut, dans l'appartement 11. Alors voilà, Maxime, mon conseil pour vous. Fuyez cet appartement dès aujourd'hui. Malheureusement, c'est impossible, soufflai-je. Je viens tout juste d'emménager. J'ai déjà payé l'argent.
et il n'y a pas d'autre endroit où je pourrais trouver un tel prix. Enfin, aucun argent ne vaut la peine de risquer sa vie. Mais c'est votre affaire, dit la voisine. Dans ce cas, rappelez-vous, vous devez toujours avoir de la bouillie de semoule et des bonbons chez vous. Quoi qu'il arrive, ces deux produits doivent. Après avoir parlé avec Elena, je suis allée en pilote automatique au magasin le plus proche, où j'ai acheté en grande quantité les produits indiqués par la voisine. Puis je suis rentrée chez moi sur des jambes tremblantes. 6 mois ont passé. Pendant ce temps, je me suis plus ou moins installée dans l'appartement, et même la présence du gremlin ne me dérangeait pas trop. J'ai compris que tant que la créature était rassasiée, je ne risquais rien. Et à cette fin, en me souvenant des conseils de la voisine, je gardais toujours à la maison de la bouillie de semoule et des bonbons de toutes sortes. Ainsi, nous vivions avec le gremlin, on peut dire en idylle. Mais toute idylle prend fin tôt ou tard. Cela s'est passé à la mi-décembre. Fatiguée, gelée et affamée, je suis rentrée chez moi le soir. Après avoir pris un bain chaud, j'ai fait cuire des saucisses pour moi et de la bouillie de semoule pour le gremlin. Après avoir dîné rapidement, j'ai jeté la masse liquide avec des bonbons dans le trou noir du mur et je suis sortie de la cuisine, ne voulant pas écouter les sons répugnants provenant du trou. Par habitude, je ne perdis pas de temps et allais me coucher, car le lendemain, une autre journée de travail m'attendait. Qu'est-ce que c'est ? Je dors. Non, ça n'y ressemble pas. Mais comment suis-je arrivée dans la cuisine en pleine nuit ? Des pensées inquiètes tourbillonnaient dans ma tête. C'est étrange, je n'ai pas allumé la lumière. Heureusement que la lumière des lampadaires, entrant par la fenêtre, suffisait à distinguer les contours de la pièce. Et quelle est cette puanteur ? J'avais presque oublié qu'il y avait une telle odeur dans mon appartement. Mais cette fois, elle était bien plus forte que d'habitude. « Gremlin, je t'ai pourtant nourri. Que veux-tu de plus ?» m'exclamai-je à mi-voix. La réponse fut un gémissement rauque. « Mangez ! De la bouillie !» Inopinément, je découvris sur la table une assiette de bouillie de semoule que j'avais préparée dans un état d'amnésie, comme dans les premiers jours de ma vie ici. « Tiens, mange, créature !» dis-je plus par panique montante que par colère, car pendant les 6 mois que j'avais passés ici, notre rituel avec le gremlin n'avait jamais été rompu. Je rentrais chez moi, faisais mes affaires, dînais, nourrissais la créature dans le trou, puis je me couchais jusqu'au lendemain matin. Perdu dans mes pensées, je n'ai pas remarqué que le bruit cessait et que de nouveau, le son émanait du trou. Manger des bonbons. Une portion de bonbons fut envoyée après la bouillie. « Eh bien, tu as assez mangé, dis-je prudemment en me levant de ma chaise. Mais avant que je ne puisse me lever complètement, j'entendis quelque chose de nouveau qui me glaça le sang. « Mangez de la viande !» Quoi ? Quelle viande ? Pendant 6 mois, tu as mangé de la bouillie de semoule avec des bonbons et maintenant tu veux de la viande ? Tu n'as pas assez de diversité ? Ces pensées traversaient ma tête. Mais ces pensées n'étaient qu'un bruit de fond, un écran de fumée cachant la panique grandissante de réaliser qu'il n'y a pas de viande à la maison. Même les maudites saucisses sont épuisées. Et que dois-je faire ? Entre-temps, un son plus persistant s'échappa du trou.
Mangez de la viande !» La voix était plus forte, ressemblant déjà à un gémissement d'enfant gâté à qui sa mère n'a pas acheté de jouets. « Non, je n'ai pas de viande !» m'écriai-je en fixant le trou dans le mur. « Attends jusqu'à demain, je t'achèterai de la viande. » Du trou, un grondement bas et guttural résonna si fort que je me saisis les oreilles. « De la viande! Mangez! Je veux manger de la viande !» Et puis j'ai vu quelque chose émerger du trou. C'était une main longue et à 4 doigts, avec des ongles noirs, allongés et cassés, ressemblant plus à des griffes. Après la main, venait la tête, énorme, difforme, ressemblant davantage à une pomme de terre glissante, avec des mèches de cheveux clairsemés. Il n'y avait pas d'oreilles. Où avaient-elles été arrachées à la racine? De petits yeux de porc fermés avec des cataractes dégoûtantes, brillant dans l'obscurité, un énorme nez crochu et une bouche grande ouverte d'un trou d'oreille à l'autre. Même pas une bouche, mais une gueule, parsemée de quelques rares dents jaunes cassées, d'où coulait abondamment sur la table une salive épaisse et trouble. Et là, j'ai compris ce qui sentait tout le temps dans l'appartement. Quand cette créature avait faim, elle sécrétait des litres de cette salive, ayant cette odeur répugnante. Deuxième main apparut du trou, suivie d'un corps maigre, les côtes et la colonne vertébrale saillante, recouverte d'une peau glissante et grisâtre. Les dernières à apparaître furent les jambes, courtes, à 4 doigts et maigres. Il semblait que cette créature venait de naître du trou, car tout son corps était couvert d'une sorte de substance gluante et malodorante, brillant à la lumière des lampadaires. Quand il est agilement tombé au sol, j'ai réalisé que son corps disproportionné et voûté ne m'atteignait guère jusqu'à la poitrine, et sa tête semblait sur le point de faire basculer la créature en arrière. Mais cela ne m'a pas empêché de rester figé sur place, secoué par la peur et claquant des dents. « De la viande! De la viande fraîche !» grondait la créature. « Mangez !» Cette voix m'a semblé être une claque. J'ai eu l'impression de me réveiller d'un rêve ou d'une hypnose. Reprenant mes esprits, j'ai remarqué que j'étais presque en train de m'approcher de cette créature et que j'étais déjà en train de lui tendre la main pour être mordu. Soudain, une colère furieuse m'a envahi. Une colère envers la situation sans issue, envers le gremlin, envers moi-même, pour avoir laissé cette petite monstruosité me manipuler pendant si longtemps, pour ma propre peur et lâcheté. Au dernier moment, j'ai réussi à serrer le poing devant ses dents et en changeant la trajectoire de mon bras, j'ai asséné un puissant crochet droit directement à la mâchoire de cette abomination. Cependant, en raison de la substance glissante qui recouvrait son corps, le coup a glissé et a à peine causé le moindre dommage. Mais malgré tout, l'effet était là. La créature est tombée et a commencé à se débattre comme un insecte, essayant de se relever. Pendant ce temps, sans perdre de temps, je me suis jetée sur elle et j'ai commencé à la frapper avec tout ce qui était à ma portée. Poings, coudes, pieds, tabourets. Enfin, enragée, je me suis assise sur le gremlin et j'ai commencé à lui arracher les yeux. La créature hurlait. Quand elle a décidé de commencer à se débattre, j'étais déjà enragée et je me suis mis à étrangler l'aveugle cannibale, ne remarquant pas comment ses longues griffes arrachaient mes vêtements et des morceaux de peau de mon dos.
il était temps pour moi de battre en retraite. Je me suis éloignée de lui et dans l'obscurité, j'ai vu la créature se régénérer. Les côtes brisées se remettaient en place. Le crâne fracturé reprenait sa forme d'origine. Et les cataractes brillaient à nouveau d'une lumière mystique. Il aurait fallu fuir, mais où aller? Pense, Maxime, pense. Cette créature était toujours assise dans le trou, non? Oui. Chaque fois que je la nourrissais, elle ne sortait pas. Non? Oui. Et quand elle a décidé de sortir, qu'est-ce qui a changé? La lumière. Elle ne m'a pas laissé allumer la lumière. Elle le savait. Elle savait tout. Et elle savait aussi que je n'avais pas de viande. Et elle a décidé de me dévorer. Et pour cela, elle avait besoin que ce soit sombre autour d'elle. Au-dessus de ma tête, comme une ampoule, une idée lumineuse s'est allumée et rassemblant toute ma volonté. Surmontant la douleur, je me suis levée et j'ai appuyé sur l'interrupteur. Le cri qui s'échappait de la gorge de la créature était si assourdissant que le sang coulait de mes oreilles. Et à l'extérieur, les alarmes des voitures garées sous les fenêtres se mirent à hurler. Sur cette note, je perdis connaissance. Je me suis réveillée à l'hôpital. Comme me l'a raconté l'enquêteur venu m'interroger, après avoir entendu les cris déchirants, les voisins ont appelé toutes les autorités existantes. Au début, les secouristes ont forcé la porte, puis les médecins ont travaillé pour me sauver la vie. La police, après avoir fouillé l'appartement et ne trouvant pas de corps, et donc pas de preuve de crime, est rapidement partie. Au jeune capitaine, pour éviter d'être envoyé à l'asile, j'ai naturellement dit que je ne me souvenais de rien. Cependant, j'ai remarqué une ombre sur le visage du policier, une ombre de méfiance, de réflexion et de compréhension. Ne suis-je pas le premier à avoir été blessé? Quoi qu'il en soit, apparemment, l'enquêteur n'a pas jugé nécessaire de me plonger dans les détails. Eh bien, je n'ai pas été envoyé quelque part, et c'était parfait. Rien d'autre ne m'importait. J'ai été alitée à l'hôpital pendant environ 2 semaines, jusqu'à ce que ma colonne vertébrale brisée guérisse plus ou moins. J'ai déménagé de l'appartement, et pour l'instant, je me suis installée dans un dortoir pour travailleurs. C'est même moins cher ainsi. Peu importe Angela et le contrat non résilié. Je n'ai plus l'intention de vivre dans cet appartement. Et je suis sûre que ce gremlin n'est pas mort. Le repos pour chaque personne est une affaire très individuelle. Quelqu'un aime les fêtes folles dans les clubs en compagnie d'amis et de gens peu connus où il y a beaucoup d'alcool. Et quelqu'un préfère le calme et la beauté de la nature, loin de l'agitation de la ville et des voix incessantes des gens. Je fais justement partie de la deuxième catégorie. Bien que j'ai été dans des discothèques bruyantes, elles ne m'ont apporté rien d'autre que des maux de tête le matin à cause de l'alcool. En revanche, le repos à la campagne dans le calme et la solitude m'a aidé à bien récupérer. Devant moi, il y avait de longs congés. J'avais la possibilité de passer 4 jours entiers à mon plaisir,
et de me reposer du travail au bureau et des collègues. Je décidai de m'occuper des préparatifs à l'avance, car j'avais déjà pris la décision de rester seule et de simplement me détendre. Regarder des films et des séries que j'avais copiés sur ma tablette. Mais rester dans mon appartement en ville ne me tentait pas du tout. C'est pourquoi j'ai décidé de trouver une petite maison à la campagne et de la louer pour le week-end. J'aimais aussi la pêche, donc la présence d'un étang ou d'une rivière était une exigence obligatoire. Après avoir parcouru plusieurs sites avec des annonces de location de maisons de campagne, je suis tombée sur une offre qui m'a semblé très intéressante. Le propriétaire potentiel proposait de louer une maison de plain-pied dans la forêt. L'annonce indiquait que la maison se trouvait à une grande distance des autres constructions et qu'il y avait un bel étang à proximité. En plus des photos de la maison, il y avait aussi des photos de l'étang. Il était vraiment très beau, rond et soigné. Ses rives étaient couvertes d'une herbe épaisse. Un ponton pratique permettait de descendre facilement dans l'eau ou de s'y installer avec une canne à pêche. En voyant l'étang, j'ai pris la décision sur l'endroit où j'irais, d'autant plus que le prix de 150 € par jour de location m'a agréablement surpris. Et voilà que les week-ends tant attendus approchent. Le loyer avait été payé et il ne me restait plus qu'à survivre aux derniers jours de travail de la semaine et je pouvais partir. J'ai décidé de partir le soir pour ne pas perdre une précieuse journée de repos et dès le matin, voir quel type de poisson se trouvait dans cet étang si soigné et beau. Le processus de préparation des affaires a pris très peu de temps, car je n'emportais que des vêtements de rechange, 2 cannes à lancer et une canne à flotteur, une boîte à outils complète avec des accessoires de pêche, une réserve de nourriture, d'alcool et une tablette avec des centaines de gigaoctets de séries et de films. Arrivant chez moi après le travail, je me suis rapidement changée de mon costume de travail en jeans, t-shirt et basket. J'ai pris un sac avec de la nourriture et j'ai jeté par-dessus mon épaule un sac avec les cannes à pêche. Je suis descendue jusqu'à ma voiture, garée dans la cour. Après avoir chargé mes affaires dans le coffre de ma berline et m'être installée au volant, j'ai démarré le moteur et enfin, je me suis mise en route sous la voie monotone du GPS. Le trajet a pris environ 3 heures, dont 1 heure passée à rouler sur une piste forestière en terre. Heureusement, elle était assez plane et permettait de rouler assez normalement. Enfin, la maison tant attendue, dont le propriétaire avait parlé, est apparue. Après le paiement, il m'a expliqué que les clés de la maison seraient dans un petit panier métallique. Il était fixé au mur de la maison, près de la porte d'entrée, et il y avait un cadenas à code sur le couvercle du panier. Le code m'avait été envoyé dès que j'ai effectué le paiement. Étonnée mentalement par le système pratique de remise des clés, j'ai commencé à m'installer. En entrant dans la maison, je me suis retrouvée dans une petite cuisine qui servait également de vestibule avec une table carrée en bois standard le long du mur droit. À gauche se trouvait une porte menant à une pièce, à l'extrémité de la cuisine. Et juste en face de la porte d'entrée, il y avait une autre porte menant à un cellier. Après avoir rangé mes affaires dans la chambre et disposé la nourriture dans le petit réfrigérateur, j'ai fait le tour de la maison et remarqué qu'il était déjà 11 heures du soir. Une vague de fatigue m'a submergée. La combinaison d'une journée de travail avec un trajet de
3 heures au volant, sur une route pas très facile, m'a fait tout oublier et m'a simplement fait m'effondrer sur le lit. Puisque c'était la fin du printemps et que les journées étaient déjà nettement plus longues, il faisait encore relativement clair. Cependant, cela ne m'a pas empêché de m'endormir rapidement dans un sommeil profond, après avoir réglé mon réveil pour 5 heures du matin. Après tout, je prévoyais d'arriver pour la pêche matinale. Le réveil n'a pas eu besoin de me convaincre longtemps de sortir du lit, car je n'avais pas à me rendre au bureau, mais à un étang propre et, je l'espérais, très poissonneux. Après avoir rapidement pris mon petit déjeuner et bu une tasse de café, j'ai attrapé mon sac et je me suis dirigée vers l'étang. Le propriétaire du chalet m'avait expliqué que je pouvais atteindre l'étang en 5 minutes. Il suffisait de suivre le sentier qui commençait juste derrière la maison et de ne pas dévier. Il devait mener directement à l'étang. En contournant la maison, j'ai immédiatement repéré un petit sentier dans l'herbe dense. C'était le seul et unique sentier et il n'y avait aucune bifurcation. Donc, d'un pas alerte, j'ai rapidement atteint le plan d'eau. Il se trouvait dans une petite clairière entourée de tous côtés par une dense forêt. L'étang lui-même était bien plus beau que sur les photos. Il était d'une forme parfaitement circulaire. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça. Et ma première pensée a été qu'il était artificiel. Parce que je ne croyais pas que la nature aurait créé une forme aussi parfaite, j'avais l'impression qu'elle avait littéralement été tracée avec un compas géant. Mais qui aurait creusé un étang et se serait donné tant de mal avec sa forme, si loin des gens, au fin fond de la forêt? Ce n'était pas une ferme piscicole après tout. Les rives de l'étang étaient faites de terre ordinaire, ce qui était très inhabituel. L'eau, soit dit en passant, était quelque chose de spécial. Elle était si claire qu'elle ressemblait à de l'eau de source. Il n'y avait pas de lentilles d'eau ou de boue à la surface de l'étang. L'herbe couvrait les rives jusqu'aux genoux, sans qu'il n'y ait un seul brin de roseau. Ce qui était étrange, car les roseaux sont très courants dans de tels endroits. Le diamètre de l'étang était d'environ 10 mètres. Il n'était pas très grand. Le fond était couvert d'une épaisse couche d'algues. Elles étaient parfaitement visibles grâce à l'eau absolument claire. La profondeur près du rivage n'était pas très grande. Le quai mesurait environ 3 mètres de long. Il atteignait presque le milieu de l'étang. Et lorsque je marchais dessus, je regardais constamment dans l'eau. La profondeur augmentait lentement, mais ne dépassait pas 1 mètre. Mais lorsque j'ai parcouru plus de la moitié du quai, à ma grande surprise, j'ai remarqué que l'étang, qui selon moi ne devrait pas être plus profond que quelques mètres, commençait soudainement à devenir beaucoup plus profond. Et pas juste un peu, mais à chaque pas sur le quai, la profondeur augmentait d'environ 1 demi-mètre. Arrivé au bout du quai, malgré la clarté absolue de l'eau, j'avais du mal à distinguer le fond. Il était toujours recouvert d'algues vertes, formant un mélange de différentes plantes. D'après mes sensations personnelles, la profondeur était d'environ 5 ou 5 mètres et demi. Mais ce qui était le plus étonnant, c'est qu'elle continuait à augmenter et que le fond était tout simplement invisible plus loin. Après avoir suffisamment observé ce spectacle, j'ai ouvert mon sac et pris ma canne à pêche. J'ai sorti de ma poche
un support spécial pour elle. J'ai déployé ma canne télescopique qui mesurait 6 mètres de longueur et était elle-même plus de la moitié de la longueur de l'étang. J'ai attaché le flotteur tout en haut, à l'extrémité de la canne à pêche. Après avoir réglé la profondeur à 5 mètres, j'ai positionné la canne de sorte que le flotteur soit même plus loin que le milieu de l'étang. En tant qu'appât, j'ai utilisé de petits vers de terre, car c'était peut-être l'un des appâts les plus polyvalents. J'espérais attraper quelques poissons, mais j'espérais aussi avoir de la chance et trouver un poisson intéressant ici. Ensuite, j'ai sorti ma canne à pêche. J'ai pris une légère, car je ne m'attendais pas à pêcher un poisson qui nécessiterait une canne puissante. Après avoir monté le moulinet, passé le fil à travers les anneaux et attaché un bas de ligne, j'ai mis un petit leurre. J'ai commencé à faire des lancers dans l'étang, en les lançant vers le centre. Mais il n'y avait pas de touche. Cela a duré environ 2 heures. Et même si j'étais habituée à attendre les touches, le fait que même la canne à pêche habituelle ne bougeait pas m'irritait. Habituellement, dans de tels plans d'eau, il y avait beaucoup de petits poissons qui, bien qu'ils ne puissent pas avaler l'hameçon, tiraient périodiquement sur l'appât. Et cela se voyait au flotteur. Mais maintenant, le flotteur était totalement immobile, comme si j'avais jeté ma ligne dans une piscine où il n'y avait pas de poissons. Je m'ennuyais. Alors, j'ai décidé de vérifier la profondeur au centre du lac. Si les taux de profondeur n'avaient pas changé, il devrait y avoir environ 10 mètres là-bas. Pour un tel étang, c'était tout simplement un chiffre incroyable. J'ai soigneusement calculé la force du lancer et j'ai lancé le leurre exactement au centre. J'ai décidé d'accrocher un leurre pesant 40 grammes. Dans ce cas, aucune expertise particulière n'était nécessaire, car le lancer était littéralement à quelques mètres. Le poids a plongé dans l'eau avec un son caractéristique, et j'ai commencé à attendre que l'appât atteigne le fond. Mais à ma surprise, même après 10 ou même 30 secondes, je n'ai pas senti l'appât toucher le fond. Il continuait simplement à descendre rapidement sous l'eau, déroulant la ligne de la bobine. Cela a duré environ 1 minute. En regardant le moulinet, j'étais tout simplement abasourdi. On pouvait voir sa base, qui était visible parce que la ligne était presque entièrement enroulée. Mais il y avait 100 mètres de ligne dessus. Autrement dit, au centre de ce plan d'eau se trouvait un véritable puits de plus de 90 mètres de profondeur. J'ai commencé à remonter le matériel. Mais dès que j'ai fait une dizaine de tours de manivelle du moulinet, j'ai senti quelque chose tirer brusquement sur la ligne. Cela arrive lorsqu'il y a une touche. Alors instinctivement, j'ai rapidement donné un coup sec sur la canne à pêche. Ensuite, j'ai essayé de récupérer ma mystérieuse prise. Mais la ligne ne bougeait tout simplement pas. C'était très similaire à un accrochage, mais je me souvenais bien de la secousse caractéristique d'une touche. Cependant, il n'y avait aucun mouvement ou tentative de résistance typique d'un poisson accroché. Déterminant qu'il s'agissait tout de même d'un accrochage, j'ai enlevé mon t-shirt, l'ai enroulé autour de ma main, puis j'ai entouré la ligne autour de ma main plusieurs fois et ai commencé à la tirer lentement vers moi en augmentant progressivement la force. Mais soudainement,
quelque chose a tiré si fort sur la ligne que je me tenais au bord du quai. Je n'ai pas pu maintenir l'équilibre et je suis tombée à l'eau. Au fait, c'était glacé. Une fois, je me suis baignée en hiver dans l'un des monastères. Eh bien, les sensations étaient à peu près les mêmes. L'eau brûlait simplement de froid. Rapidement, je me suis orientée et j'ai attrapé le bord du quai avec mes 2 mains et me suis hissée hors de l'eau. J'ai mis un pied sur le quai, puis l'autre. Choquée par ce qui s'était passé, je fixais le vide de ce petit étang qui semblait si inoffensif. Une fois revenue à moi, j'ai décidé que la pêche pour aujourd'hui suffisait et j'ai commencé à rassembler les cannes à pêche. En rentrant chez moi et en prenant mon déjeuner, j'ai commencé à réfléchir à ce diablement qui s'était passé. Je ne croyais pas aux monstres et aux créatures mythiques, mais il était clair que quelqu'un ou quelque chose m'avait poussé dans l'eau. Ce n'était certainement pas un rêve. La journée s'est écoulée en regardant des séries, en cuisinant et simplement en se reposant. Le soir, j'ai allumé un feu de camp et j'ai simplement regardé les étoiles en sirotant du vin et en écoutant de la musique. Mais tout au long de la journée, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce qui s'était passé sur ce lac. Le lendemain, j'ai décidé d'examiner de plus près ce mystérieux étang. J'ai pris avec moi une 2e canne à pêche et une ligne capable de supporter plus de 100 kg de tension. Puis, je suis retournée au bord de cet étang. Après avoir posé la canne à pêche sur le quai, j'ai décidé de faire le tour de l'étang attentivement et d'inspecter ses rives. Elles étaient d'une forme trop parfaite pour être naturelles. En examinant attentivement l'eau le long du rivage, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas un seul alevin ou gardon. Ils sont généralement nombreux le long du rivage, formant de petits bancs, mais il n'y avait rien ici, bien que cela ne soit pas surprenant compte tenu de la température de l'eau. Après avoir terminé l'inspection du rivage, je suis retournée au quai et j'ai décidé d'essayer à nouveau de jeter ma ligne dans l'abîme. Mais cette fois-ci, c'était beaucoup plus puissant et il y avait plus de 200 mètres de ligne sur le moulinet. Pourtant, malgré le fait d'avoir tenu la canne à pêche derrière moi, je n'ai jamais fait le lancer. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai remarqué quelque chose flottant au centre même de l'étang, juste sous la surface de l'eau, à environ 1 mètre de profondeur. En regardant de plus près, j'ai discerné sa silhouette. Apparemment, c'était une bûche, rectangulaire, un peu moins d'1 mètre de large, de couleur brun foncé, avec une teinte verdâtre. D'environ 3 mètres de longueur, l'objet pendait juste sous la surface, au centre exact de l'étang. La première chose qui m'est venue à l'esprit était que j'avais accroché cet objet lorsque j'avais lancé mon appât au fond du plan d'eau au centre. Cependant, je n'ai pas pu expliquer la raison du tir qui m'a projeté dans l'eau. Je voulais examiner de plus près cette bûche. J'ai lancé ma ligne de manière à l'attraper. Et cela m'a pris 5 essais pour y parvenir. Enfin, j'ai senti le poids et j'ai vu la massive bûche se déplacer lentement vers moi. En la tirant jusqu'au quai, j'ai commencé à examiner ma trouvaille de plus près. La surface de la bûche était recouverte d'une écorce dense qui avait déjà considérablement foncé en raison de sa longue immersion dans l'eau. Entre les fissures de l'écorce, un dense tapis de mousse vert vif avec une légère teinte violette était visible.
Je n'avais jamais vu ce type de mousse auparavant. Une partie de la surface était également recouverte d'une épaisse couche d'algues. En regardant l'une des extrémités de la bûche, j'ai remarqué qu'elle était un peu étrange. Il y avait une fissure lisse et soignée. Elle partait du bord et allait jusqu'au milieu de la bûche. La profondeur de la fissure n'était pas visible, mais elle se distinguait très nettement du reste, ce qui m'a semblé étrange. Soudain, la bûche a commencé à s'enfoncer à nouveau dans l'eau. Malgré la forte tension sur la ligne, je me suis redressée et, saisissant la poignée de la canne à pêche à 2 mains, je l'ai tirée vers moi. La canne s'est pliée en 2 et soudainement, j'ai été à nouveau violemment tirée vers le bas avec une force monstrueuse. Encore une fois, cette sensation de froid brûlant. J'ai immédiatement ouvert les yeux et regardé vers le bas, là où se trouvait cette maudite bûche. Bien que ma vision soit floue à cause de ma position sous l'eau, j'ai clairement vu comment la partie où se trouvait la fissure s'est écartée sur les côtés comme une gueule gigantesque. Ou plutôt, c'était ça. Je regardais, hypnotisé, la créature qui ressemblait à une simple bûche jusqu'à ce que je me retrouve dans l'eau. Soudain, j'ai senti une force me tirer vers le haut. Toussant, je m'efforçais de reprendre mon souffle. J'étais assis sur le quai d'où la créature m'avait tiré dans l'eau. J'ai relevé brusquement la tête et vu un vieil homme de petite taille portant une veste de camouflage usée et un fusil sur l'épaule. Il n'a rien dit en faisant un pas vers le bord du quai et regarda dans l'eau. Puis, il a tordu le visage d'une manière étrange. En me tournant péniblement, j'ai aussi regardé dans l'eau et je dois dire que ce que j'ai vu est resté à jamais gravé dans ma mémoire. Ce qui ressemblait à une simple bûche, il y a à peine 1 minute, ne lui ressemblait plus du tout maintenant. Toute sa partie avant ressemblait à une grande bouche béante, noire comme la nuit, remplie de nombreuses dents courbées. Ce que j'avais d'abord pris pour des algues poussant à travers l'écorce s'est avéré être quelque chose comme des nageoires. Il les contrôlait clairement et semblait les utiliser pour se déplacer. Il a flotté dans l'épaisseur de l'eau pendant quelques secondes, puis a commencé à descendre lentement vers le fond. J'ai regardé à nouveau le vieil homme et il a calmement dit « Je m'appelle Frank, je suis garde forestier. Ma cabane est à quelques kilomètres de la petite maison où tu t'es arrêté. J'ai appris qu'un nouveau s'était installé. J'ai donc décidé de passer te voir, et il semble que ce n'était pas en vain. » Voyant ma question muette dans mes yeux, le vieil homme a de nouveau dit calmement « Viens, il faut boire, puis je te raconterai tout. » Frank et moi sommes arrivés à ma petite maison et sommes entrés dans la cuisine. Il a enlevé son fusil de son épaule et a sorti une bouteille de whisky de son petit sac à dos. Malgré le fait que mes vêtements étaient mouillés par l'eau glaciale, je n'avais pas froid. Nous nous sommes assis à la table. Le vieil homme a posé quelques tasses dessus, a versé du whisky et, après avoir vissé le bouchon sur la bouteille, l'a placé entre nous. Silencieusement, après avoir pris une petite gorgée, j'ai demandé au vieil homme s'il savait ce qu'était cette créature. Il a regardé étrangement par la fenêtre, puis a dit « Comment dire ? Je sais depuis aussi longtemps que je me souvienne. Mon grand-père me mettait en garde de ne pas m'approcher de ce lac, parce qu'il y a trop de gens qui disparaissent là-bas.
et il racontait des histoires sur ces étranges créatures qui y habitent et dévorent les imprudents ou les trop curieux, se camouflant en bûches et en arbres. Au début, je ne croyais pas, tout comme mes amis, mais nous étions jeunes et stupides. Alors, nous avons décidé d'aller voir ce maudit étang et regarder ces créatures. Nous sommes arrivés à l'étang, avons commencé à jeter des pierres dans l'eau et à regarder ce qui se passait. Mais bien sûr, rien ne s'est produit. Mais ici, Jean a remarqué une bûche sur la rive, s'en est approché et a posé son pied dessus comme sur un piédestal, puis a commencé à rire. Nos parents nous avaient mis en garde contre les monstres ici, mais il n'y avait que des branches et des arbres. Mais à peine avait-il fini de parler que cette bûche a ouvert la gueule et lui a attrapé la jambe. Il a commencé à crier et à appeler à l'aide. Mais nous, comme paralysés par la peur, nous ne pouvions pas bouger. La créature a ensuite rampé dans l'eau avec Jean. Comme nos parents ne savaient pas où nous étions allés, nous avons décidé de dire que nous étions restés à la maison. Mais Jean a décidé de nous impressionner et est parti seul. En général, ce sont des créatures dont je ne sais rien, ni d'où elles viennent, mais je sais qu'elles ne sortent pas de cet étang. Et pour être en sécurité, il vaut mieux simplement ne pas s'approcher. J'ai immédiatement demandé qui avait alors construit le quai et pourquoi. Le vieil homme a répondu que c'était le propriétaire de la maison qui l'avait fait, probablement pour mieux louer le chalet. Alors, j'ai demandé encore, est-ce que les touristes viennent souvent ici? À quoi Frank a répondu que malheureusement, plus souvent que souhaité. Mais heureusement, peu de gens osent se baigner à cause de l'eau glacée de l'étang. En général, la plupart rentrent chez eux. Après avoir fini de boire ce qu'il y avait dans mon verre, je me suis lentement ressaisie et j'ai remercié le vieil homme pour m'avoir sauvée. J'ai proposé de lui donner de l'argent en guise de gratitude, mais il a immédiatement refusé et simplement, en prenant son fusil sur son épaule, il m'a conseillé de partir dès que possible. Et autant que possible, prévenir les autres que ce n'est pas le meilleur endroit pour se détendre. C'était à la fin des années 80. L'Union soviétique vivait ses dernières années. Il était déjà difficile de croire au communisme lumineux. Bien que dans l'histoire de l'URSS et la philosophie léniniste à l'Institut, on nous affirmait le contraire. C'étaient les dernières années de ma jeunesse. Et ensuite, devait venir la transition vers une autre jeunesse complètement différente, brumeuse, inexplorée. J'étais étudiant à la faculté industrialo-pédagogique. Les grands-mères locales nous appelaient des bandits et des voleurs, car l'entrepreneuriat n'existait pas à cette époque en URSS. C'était la fin du semestre, à la fin duquel un travail de fin d'études flottait comme un drapeau noir. J'ai décidé d'écrire mes pensées sur le thème « L'économie planifiée et ses particularités » à la machine à écrire. On pouvait aussi le faire à la main, puis aller tout imprimer pour beaucoup d'argent. Mais notre famille a eu de la chance. Mon grand-père a été récompensé par une machine à écrire. À son époque, il était un publiciste célèbre. Il écrivait sur l'invincibilité de l'esprit soviétique et la grandeur de sa nation.
Pour cela, il a été récompensé. Et cette machine à écrire jouera encore un rôle dans mon histoire. Il faisait un mois de mai brillant et doux. L'air sentait la douceur. Le trajet du matin à l'Institut suscitait l'enthousiasme devant les beautés environnantes. La nature fleurissait. Mais de quels travaux de fin d'études pouvait-il être question pour un garçon de 20 ans quand tout cela l'entourait? Il fallait être avec les filles et non étudier les génies de la science économique. Mais il fallait intéresser ces filles à quelque chose. Et pour susciter l'intérêt, il fallait de l'argent. Sans argent, il n'y aurait ni cinéma, ni café. C'est pourquoi, pour cet argent, je cherchais un travail d'appoint. Et heureusement, je l'ai trouvé. Mon père avait un oncle qui travaillait comme gardien dans le bâtiment de l'Institut agricole. Il travaillait dans l'un des bâtiments, car il y avait de nombreux bâtiments sur le campus de l'Institut. Ainsi, l'oncle devait partir pour le week-end à un mariage chez un parent. Il ne pouvait pas quitter son poste pour la raison « je vais boire ». Le service de l'oncle tombait exactement à la date prévue du mariage. Peut-être que s'il travaillait dans une autre entreprise, la direction l'aurait laissé partir. Mais dans les instituts, comme l'oncle appelait lui-même ce lieu de travail, une telle idée n'a pas été approuvée. Personne ne pouvait le remplacer, et en cas de départ sans permission, il pourrait y avoir des conséquences. C'est ainsi qu'on m'a proposé de le remplacer. Je devais assurer quelques jours de garde à sa place. À toutes les questions des employés, je devais répondre que l'oncle était malade. La garde tombait justement pendant le week-end, lorsque la direction ne pouvait pas venir. Et un employé ordinaire se souciait peu d'un simple gardien. Sans trop réfléchir, j'ai accepté pour plusieurs raisons. La première, l'oncle a promis de me donner de l'argent, comme il disait pour les filles. La deuxième, je pouvais tranquillement travailler sur mon travail de fin de semestre, en emportant la machine à écrire, sans me distraire avec d'autres choses. Le travail promettait d'être simple. L'oncle m'a donné des instructions écrites pour moi. Je vais les résumer brièvement. Nuit, effectuer des rondes sur les étages pour s'assurer qu'il n'y a pas de personnes étrangères dans le bâtiment. Répéter la ronde 2 fois pendant la nuit. En cas de découverte d'un intrus, appeler le téléphone de garde. Ensuite, ce n'est plus mon problème. Entre les rondes, j'étais libre de faire ce que je voulais. Si tu veux, dors. Si tu veux, écris ton travail de fin de semestre. Matin. À 7 heures du matin, ouvrir la porte d'entrée. Distribuer les clés aux employés en les enregistrant dans un journal spécial. Ce point suscitait même plus d'effroi chez moi que la nuit dans le vieux bâtiment soviétique, parce que les employés pouvaient très bien remarquer l'absence de l'oncle. Bien que, comme je l'ai déjà écrit, peu de gens se soucieraient du remplacement du gardien. Jour. Chanter des chansons aux moineaux qui passent. Déjeuner à la cantine. Ce point était celui que j'aimais le plus. Soir. Collecter les clés des employés qui partent, les mettre dans la boîte prévue à cet effet. Répéter les instructions énumérées ci-dessus du vendredi soir jusqu'au lundi matin, lorsque l'oncle a promis de revenir sur le premier bus. J'espère qu'ils ne remarqueront pas, a-t-il dit avec assurance en prenant congé. Après lui avoir serré la main, j'ai commencé à attendre le week-end. Vers la fin de l'après-midi du vendredi, j'étais à la gare routière.
Le trajet s'annonçait très long et depuis très loin, il fallait marcher environ 30 minutes jusqu'à l'Institut. Naturellement, les ouvriers et les chercheurs étaient transportés là-bas en bus de l'entreprise. Ce qui rendait la situation désagréable, c'est que j'ai dû voyager avec de lourdes valises et un sac à dos. À l'intérieur, il y avait une machine à écrire, une pile de papier, beaucoup de littérature, des vêtements de rechange et de la nourriture pour la première nuit. J'ai atteint ma destination au crépuscule. En voyant l'ampleur de l'Institut, j'ai été très surpris. C'était comme une petite ville. Un immense terrain clôturé par une haute clôture, une dizaine de bâtiments avec des sous-sols, de longs couloirs, de massives portes en fer, un vaste champ d'expérimentation pour la recherche scientifique. Mon oncle, avec un sac, m'attendait déjà près des portes, un sourire aux lèvres. Pendant une dizaine de minutes, nous avons marché jusqu'au bâtiment requis. En chemin, en raison de mon maximalisme juvénile et de mon absence totale d'expérience de vie, je pensais à quel travail exceptionnel j'avais été envoyé accomplir. Gardien dans les bâtiments d'instituts où travaillent de vrais scientifiques soviétiques. Et en plus, j'ai été envoyé travailler secrètement. Un véritable espion avec une machine à écrire. Je suis entré dans le bâtiment de 3 étages, qui était le plus petit parmi tous les autres. Mon oncle a désigné du doigt la chambre du gardien. Une petite pièce près de l'entrée. Un bureau, une chaise, une boîte à clés, une radio, des livres, une bouilloire. J'ai pensé qu'ils allaient maintenant me remettre des équipements de sécurité. Mais quelle a été ma déception quand mon oncle m'a remis une lampe de poche. Et c'est tout. J'espérais au moins obtenir un pistolet. Mon oncle a ri, disant qu'ici, on ne tire que sur les mouches. Nous n'avons rencontré personne en chemin. Les scientifiques étaient déjà rentrés chez eux. Mon enthousiasme et mes rêves d'être un espion s'évaporaient. Après tout, j'avais déjà imaginé à l'avance comment je mentirais si mon oncle et moi étions attrapés. Je rêvais de capturer de vrais criminels et, après les avoir remis à la police, de recevoir une récompense. Je regardais ma lampe de poche et ma chambre. Je me suis souvenu de la taille de mon bâtiment parmi les autres géants de béton de l'Institut et j'ai réalisé que seule ma thèse serait intéressante ici. En repensant à ces événements, je voudrais vraiment qu'il ne se passe rien d'intéressant. Ensuite, nous avons fait une visite. Le bâtiment ressemblait plus à une école qu'à un centre de recherche scientifique. Comme je l'ai déjà mentionné, seulement 3 étages, avec 6 bureaux sur chacun. Dans les parties gauche et droite des couloirs se trouvaient des toilettes. Et c'est tout. J'allais probablement devoir marcher dans le bâtiment le plus ennuyeux pendant 3 nuits entières, en éclairant avec ma lampe de poche les murs sombres et sans vie. Mais même marcher n'était pas vraiment nécessaire, car la puissante lumière de ma lampe éclairait presque toute la longueur du couloir. Après avoir dit au revoir à mon oncle, j'ai fermé la porte à clé derrière lui et j'ai commencé mes tâches. J'ai sorti un sandwich de mon sac, j'ai préparé du thé, j'ai sorti ma machine et j'ai commencé à étudier le matériel nécessaire. Pendant plusieurs heures, j'ai travaillé assidûment sur ma thèse. Fatigué, j'ai décidé de faire ma première ronde. Comme je me souviens maintenant, il était déjà minuit passé. En prenant ma lampe de poche, luttant contre les bâillements, je me suis dirigée vers le mystérieux bâtiment de nuit. Par souci de responsabilité,
J'ai vérifié toutes les portes à tous les étages. Tout était correctement verrouillé et aucun intrus n'a été remarqué. Je ne ressentais aucune menace des murs sans vie, malgré l'obscurité un peu effrayante. Honnêtement, cette ronde me donnait plus envie de dormir que de me faire peur. La seule chose qui a attiré mon attention était l'écoutille dans le grenier. Il y en avait 2 au total, et tous 2 menaient au même grenier. Mais étrangement, l'écoutille près de l'escalier sur le côté droit du bâtiment était fermée, tandis que celle du côté gauche était ouverte. Aucune mention des écoutilles n'avait été faite par mon oncle, donc il n'était pas nécessaire de monter par l'escalier. De plus, je n'avais aucune envie d'écraser une boîte dans l'obscurité. Après tout, les couloirs étaient éclairés par une faible lueur de la lune. Et étant donné l'obscurité qui émanait de l'écoutille, il y avait une très grande probabilité de se cogner le pied contre un clou. Après avoir regardé l'écoutille pendant encore une dizaine de secondes et m'être assuré qu'il était peu probable que des voleurs s'y trouvent, je suis retournée à mon poste. J'ai continué à travailler sur ma thèse. Mes yeux se fermaient déjà fortement. En me penchant en arrière sur le dossier de la chaise, je les ai fermés juste un instant. Et quand je les ai rouverts, j'ai remarqué que l'obscurité de la nuit commençait à s'estomper. Il commençait déjà à faire jour. Apparemment, j'avais dormi quelques heures. Tout mon corps était détendu et manifestement indiquait que le sommeil était préférable. Mais il y avait un hic. En étirant paresseusement, j'ai regardé les feuilles de papier dans la machine à écrire. Et là, il y avait quelque chose qui ne pouvait pas être. Quelque chose que je n'aurais certainement pas pu écrire. Dans le coin de la feuille étaient imprimées des lettres. Seulement 6 lettres qui ont suscité toute une gamme d'émotions. « Bonjour », disaient les lettres. Je pense que vous pouvez facilement imaginer ce que j'ai ressenti à ce moment-là. La première pensée n'a pas tardé à venir. Bien sûr, des voleurs étaient entrés dans le bâtiment. Ils avaient emporté tout ce qu'ils pouvaient, en laissant le gardien endormi derrière son bureau. Ils sont partis, décidant de laisser cette dernière provocation sous forme de ce message. Je me maudissais. J'avais trahi mon oncle. Je m'étais mis moi-même en danger. J'avais causé la perte de biens de l'Institut. Que va-t-il se passer maintenant? La prison? L'exécution? Quelles seront les conséquences qui m'attendent désormais? Pourquoi n'ai-je pas pu être plus responsable? Pourquoi n'ai-je même pas pensé que je devais travailler au lieu de m'occuper de mes propres affaires? Et que faire maintenant? Appeler le numéro de téléphone indiqué dans les instructions. La panique m'a envahi. Ma tête a instantanément commencé à me faire mal. La seule pensée correcte était de voir ce qui s'était passé. J'ai eu peur quand j'ai pris la lampe de poche en main, même si j'étais encore dans ma chambre éclairée. Et si les voleurs n'étaient pas partis? Et s'ils m'attendaient avec leurs couteaux et leurs matraques juste au coin de la rue? Gardant ce qui restait de mon courage, j'ai pris la lampe de poche laissée par mon oncle et suis sortie du seuil de ma chambre sécurisée. J'aurais aimé être armée de quelque chose de plus lourd que cette lampe de poche, mais les livres, la radio et la machine à écrire n'étaient pas adaptés à cet usage. Les battements de mon cœur étaient palpables quelque part dans ma gorge. Cela n'arrive qu'après une longue course, n'est-ce pas? Aussi silencieux que possible, j'inspectais chaque coin sombre du premier étage.
un peu plus courageux, j'ai commencé à vérifier les poignées des portes. Elles étaient toutes fermées. Cela voulait dire que les voleurs étaient montés d'un étage. Il fallait monter par l'escalier et vérifier le 2e et le 3e étage. Je me suis finalement ressaisie et suis montée tranquillement au 2e étage. L'escalier. Marche 1, marche 2, marche 4, virage, marche 15. Respiration profonde. Avant de monter au 2e étage, j'ai éteint la lampe de poche. J'ai passé ma tête au-delà du seuil et... rien. Dans l'obscurité pré-aube, je n'ai vu aucune silhouette. Allumer la lampe de poche était toujours effrayant. Très silencieusement, je me suis approchée de la porte du bureau le plus proche de moi. J'avais toujours peur de me prendre un coup de matraque sur la tête de la part des voleurs. Verrouillé. Et le suivant était également verrouillé. Et le suivant, tous étaient également verrouillés. Cela signifiait qu'il restait un étage. Vérifier un étage. Et, s'il n'y avait personne, je devrais réfléchir à la suite. La peur reculait peu à peu. La majeure partie de ma tâche était déjà accomplie. L'escalier. Je n'avais plus envie de compter les marches. Le seuil du 3e étage. Une écoutille ouverte. Une écoutille. Une écoutille. Et s'ils étaient entrés par là? Dans l'espace du couloir, où il y avait au moins un peu d'espace, je me sentais en sécurité. Mais si je devais quand même monter au grenier, dans une pièce sombre sans fenêtre, la peur commençait à revenir. Mais je n'ai jamais eu à monter au grenier. Je suis montée au 3e étage. Les lueurs pré-aube. Les mêmes que celles du niveau inférieur. Elles permettaient de distinguer environ 15 mètres devant moi. Et j'ai vu ceux que je ne voulais pas voir. Dans mon esprit, j'avais l'espoir qu'aucun voleur n'était entré dans l'institut, que j'avais moi-même écrit « Bonjour » dans mon sommeil. Mais j'ai vu quelque chose que je ne pourrais jamais oublier. Au milieu du couloir, j'ai vu une silhouette. J'étais figée. Il s'avère que réaliser l'exploit d'arrêter un voleur, dont je rêvais, n'est pas si facile lorsque la peur te paralyse. Quand en une fraction de seconde, tu commences à trembler comme les murs des maisons lors d'un tremblement de terre. Je devais crier, courir après lui, faire quelque chose. Mais je suis restée là, juste à regarder le sombre silhouette au milieu du couloir. Et puis, j'ai commis une erreur. Pensant que ça ne pouvait pas être pire, j'ai allumé la lampe de poche, la dirigeant vers la silhouette. Sous la lumière puissante de la lampe de poche, j'ai vu la forme d'une personne. Pour un instant, la peur s'est dissipée. Juste un instant. Jusqu'à ce que je vois la silhouette, de dos vers moi, portant une blouse blanche de laboratoire jusqu'aux genoux. Malheureusement, mon cerveau a réalisé trop tard que les voleurs ne portent pas de blouse de laboratoire. Trop tard, car j'ai murmuré doucement « Hé !» La réaction a été instantanée. La créature s'est retournée. J'ai remarqué la blancheur inhabituelle de sa peau et sa tête complètement chauve, comme si une statue vivante était descendue de son piédestal. Mais les statues ne savent pas sauter. Elles ne savent pas sauter sur les murs et grimper dessus. Cela ressemblait à un bond de lion sur une antilope qui n'a pas réussi à s'échapper. La créature a sauté sur le mur et a rampé dessus, rampant vers moi comme des papillons volant vers la lumière. En ce moment-là, j'étais perdue. Je pense que mon cerveau a refusé instantanément de comprendre ce qui se passait. Ça ne peut pas être réel. On ne nous a jamais préparés à ça.
ce n'était plus de la peur, c'était juste de l'incompréhension, l'abasourdissement, un vide total de pensée. Je suppose que même ma bouche était ouverte. Il rampait et je restais là, immobile. Je restais là, en espérant que ma mère me réveille à ce moment, que je me réveille dans ma chambre petit, et après ce cauchemar, j'irai me recoucher avec mes parents. Malheureusement, cela ne s'est pas produit. Quelques secondes plus tard, la créature était devant moi. Quand nous étions enfants, nous avons regardé l'un des épisodes de films sur les mutants fantastiques. Il y avait un mutant capable de ressentir d'autres mutants. J'ai aussi regardé des films sur les vampires. Ce qui était devant moi était un mélange de ces œuvres. Sur moi étaient fixés 2 yeux verts, presque humains. Nous étions à portée de main l'un de l'autre. La créature, en principe, ne semblait pas hostile. Elle souriait. C'est ainsi que sourient les amoureux, se disant des mots doux, ou les meilleurs amis, longtemps séparés. La créature avait des dents normales, sauf peut-être la couleur de sa peau. Il avait des bras, ni maigres, ni gros. Comme si une personne, peinte en blanc, était sortie pour me regarder. Son regard faisait comprendre d'une manière inconnue qu'il n'y avait aucun danger. Comme si cette rencontre était tout à fait normale. Et je regardais dans ses beaux yeux verts, oubliant tout sur terre. Tout mon corps s'est détendu. La peur m'a complètement quittée. Les sons et même les pensées ont commencé à disparaître. Je serais tombée là si mon cerveau n'avait pas prêté attention à un son. Comment le décrire? Un bruit dégoûtant d'os qui se brise. C'est à ce seul son que je dois ma vie. Il m'a sorti de ma stupeur. Et j'ai vu que le cou de la créature s'allongeait. Lentement et sans hâte, il s'allongeait, ajoutant déjà 1 demi-mètre à la hauteur de la créature. Mon cerveau a commencé à se rappeler l'image d'un serpent avalant sa proie. Apparemment, c'est la physiologie de la créature qui m'a sauvée. En allongeant son cou, elle ne pouvait pas maintenir le contact visuel. En se préparant à m'avaler, il a commis une erreur en me permettant de sortir de l'hypnose. Quelques secondes de cette erreur m'ont suffi pour courir jusqu'à la fenêtre la plus proche, l'ouvrir et sans réfléchir davantage, sauter du 3e étage sur le revêtement en béton. Une seconde de chute, une éclair de douleur, nausée, larmes. Tout se passe en un instant. Et ensuite, l'obscurité. Mon oncle, bien sûr, a été renvoyé de son travail. La direction n'a même pas cherché à comprendre pourquoi j'étais à sa place au travail. Et cette nuit-là, mon corps a été trouvé par les gardiens des autres bâtiments. Me prenant pour un voleur, ils ont appelé la police avec les secours. La police que j'avais imaginé appeler avec le téléphone spécial dans mon cagibi. Alors, je me suis réveillée à l'hôpital, mais derrière les barreaux. Une chambre spéciale pour les patients violents ou les détenus à l'hôpital. Il en existe encore aujourd'hui. Il y a eu une enquête longue et compliquée. Pourquoi j'étais entrée dans le bâtiment de l'Institut et pourquoi j'avais eu besoin de sauter du 3e étage. En subissant une fracture des 2 jambes et une fracture de compression de la colonne vertébrale. Il n'était pas question de reprendre mes études dans mon institut, car il tenait à sa réputation. On ne m'a pas envoyé en prison, mais j'ai été mis sous surveillance. Puis, il y a eu les années 90, et l'histoire avec la créature a été éclipsée par une réalité plus terrifiante avec les bandits.
la recherche de n'importe quel travail et la lutte pour la survie. Mais jusqu'à ce jour, je me demande quelle créature habitait dans le bâtiment de cet institut. Et pourquoi, à ce moment-là, le couvercle de la trappe était-il déverrouillé? Et enfin, pourquoi ne m'a-t-elle pas avalé immédiatement pendant que je dormais, mais a-t-elle attendu au 3e étage?